Bonjour. Nous avons donc le plaisir d'entendre en visioconférence donc l'équipe de l'ASN avec Bernard Dorochuc, président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Olivier Gupta, son directeur général, et Philippe Chomérifo, qui est commissaire à l'ASN. Nous entendons également l'IRSN, représenté par son directeur général Jean-Christophe Niel. Et nous attendons donc Monsieur Philippe Merle, qui est chef du service des risques technologiques à la Direction générale de la prévention des risques du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc, messieurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à participer à cette visioconférence. Elle participe du travail de suivi sectoriel de la gestion de la crise actuelle pour ce qui concerne les risques technologiques, industriels et nucléaires. Et je précise à ce stade, et je lui rappellerai quand il arrivera, que bien que la DGPR soit également compétente en matière nucléaire, puisqu'elle est ministre de tutelle, nous essaierons autant que faire se peut d'adresser les questions concernant le nucléaire à l'ASN et à l'IRSN et les questions sur les installations classées à la DGPR, puisqu'elle est l'autorité de contrôle direct. Notre souci, bien évidemment, est qu'il ne soit pas ajouté à la crise sanitaire une autre crise qui serait liée à de possibles incidents concernant les installations industrielles ou nucléaires, tant sur les ICPE que sur les installations nucléaires. Donc, nous souhaitons que vous nous fassiez le point sur leur sûreté en cette période d'état d'urgence sanitaire. Risque-t-elle d'être, selon vous, compromise par une moindre présence de leur personnel, qui pourrait se traduire par des procédures internes simplifiées, de moindres autocontrôles ou des contrôles allégés entraînant des dérives sur des sites? Par ailleurs, comment vos services assurent-ils leur mission, étant eux aussi confrontés aux mêmes contraintes? Des difficultés particulières vous sont-elles remontées du terrain? Et vos visites de contrôle programmées sont-elles reportées? Et si oui, à quelles échéances? En matière d'ICPE, l'allègement de certaines contraintes environnementales peut-il représenter des risques supplémentaires? Et en matière nucléaire, qu'en est-il des quatrièmes visites décennales qui ont débuté en 2019 et dont le calendrier était déjà assez serré pour que chaque réacteur soit examiné à temps? Avant de vous donner la parole, je précise que nos échanges seront enregistrés et diffusés sur le site internet de l'Assemblée nationale. Et pour faciliter la discussion, je rappelle qu'il est préférable que chacun coupe son micro lorsqu'il ne prend pas la parole. Donc, je vous donne la parole. Qui commence? L'ASN commence, Monsieur Dorochuc? Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci de nous accueillir aujourd'hui pour évoquer le contrôle des activités de sûreté nucléaire dans la période de crise sanitaire que nous connaissons. Avant de démarrer mon propos liminaire, je voudrais profiter de cette audition pour remercier devant vous l'ensemble des personnels de l'ASN de leur engagement particulièrement important qui a permis de maintenir dans des conditions adaptées la mission essentielle de contrôle de la sûreté qui est la nôtre. Je voudrais également remercier les parlementaires qui nous ont adressé des messages de soutien dans ces circonstances. J'évoquerai 4 points dans mon introduction et je donnerai quelques éléments de réponse aux questions que vous avez posées, Madame la Présidente. Premier point, avec la crise Covid-19, l'industrie nucléaire est confrontée, pour la première fois de son histoire, à une gestion de crise présentant des enjeux de sûreté sans que l'origine n'en soit une cause technique liée à ces activités. Le mode commun à cette situation, tant pour les responsables d'activités nucléaires que pour les autorités de contrôle, est la capacité à mobiliser en nombre suffisant les personnels qualifiés nécessaires à l'exploitation, à la maintenance des installations et à leur contrôle dans des conditions sanitaires sûres. Pour faire face à ce défi, les exploitants, les responsables d'activité et les régulateurs disposent d'outils de gestion en situation de crise qui reposent en grande partie sur des plans de continuité d'activité. C'est le cas des exploitants comme de l'ASN. Ces plans, sur lesquels nous pourrons revenir, ont été activés. À ce stade, leur mise en œuvre ne soulève pas de difficultés particulières. Deuxième point, face à cette situation inédite, les installations nucléaires dont le fonctionnement n'est pas vital à la production d'électricité ont été rapidement mises à l'arrêt et placées dans un état sûr par les exploitants. C'est le cas notamment des installations de recherche du CEA, des centres de stockage des déchets de l'ANDRA, des chantiers de reprise et de conditionnement des déchets d'Orano ou du CEA et des opérations de démantèlement du CEA, d'Orano ou d'EDF. Outre les centrales nucléaires d'EDF,
et quelques activités en nombre très limité liées à la production de radiopharmaceutiques et aux opérations de transport. Seules les activités d'orano et de framatome nécessaires au fonctionnement des réacteurs, comme la fourniture des combustibles, ou à l'équilibre du cycle, comme le retraitement des combustibles usés, ont été maintenus. Les enjeux de sûreté sont donc principalement ciblés sur un nombre réduit d'installations et un nombre très réduit d'exploitants, ce qui est une différence importante avec les installations classées. À ce stade, les installations nucléaires disposent d'une présence suffisante en personnel, organisée le plus souvent en équipes séparées, ce qui permet d'assurer leur fonctionnement normal. En revanche, faute de moyens suffisants en personnel et en prestataires spécialisés, ou du fait de la difficulté à respecter les gestes barrières et les règles sanitaires pour certaines opérations, les chantiers sont plus longs et les activités réduites pour l'ensemble des exploitants. Par exemple, à fin avril, dans les centrales nucléaires, la durée de nombreux arrêts de tranches a été prolongée et plus d'une vingtaine d'arrêts réacteurs ont été décalés. Ces décalages ont des incidences sur le respect de certaines échéances réglementaires et conduisent l'ASN à instruire des demandes ponctuelles de dérogation qui n'ont pour l'instant pas soulevé de difficultés. Ces décalages ont également des incidences sur la maintenance et le traitement des écarts et induisent des retards sur certains travaux d'amélioration de la sûreté, comme par exemple la mise en service prévue au 30 juin de certains diesels d'ultime secours, qui devra être reporté du fait de la défaillance du prestataire américain retourné aux États-Unis. Troisième point, le contrôle des installations nucléaires en exploitation se poursuit sous des formes adaptées, sans baisse du niveau d'exigence de la part de l'ASN. Dans tous les pays, les autorités de sûreté nucléaire ont dans un premier temps déployé des techniques de contrôle à distance. Les autorités qui disposaient d'inspecteurs permanents sur les sites nucléaires, comme aux USA ou en Grande-Bretagne par exemple, ont réduit très notablement leur activité ou leur ont demandé de travailler en télétravail. Dès l'annonce du confinement, l'ASN a adapté ses modalités d'intervention et de contrôle en les réalisant à distance, tout en maintenant la possibilité d'intervention sur site en cas d'événement significatif. Une telle inspection réactive a par exemple été organisée sur le site d'EDF de Belleville qui a connu un accident. Un accident qui ne concernait pas l'îlot nucléaire, mais c'était un incendie sur un parc à gaz. Pour une durée limitée, hormis les épreuves hydrauliques sur site, le contrôle à distance convient pour une très grande majorité des opérations de contrôle de l'ASN. La grande majorité de ces opérations consiste en effet à exercer un contrôle de second niveau, de la bonne exécution d'opérations d'exploitation ou de maintenance qui sont contrôlées au premier niveau par l'exploitant, responsable de la sûreté, ou par les organismes habilités mandatés par l'ASN. Ce contrôle de second niveau peut être réalisé sur des bases de justification consultables sur place ou à distance, ou en ayant accès direct par liaison numérique au système de gestion et d'enregistrement informatique des exploitants. Cet accès direct permet aux inspecteurs d'examiner en temps réel un certain nombre de paramètres d'exploitation et de données concernant le traitement des écarts et d'aller chercher les informations qui les intéressent. Le fait que nous n'ayons que 2 exploitants qui aient maintenu leur activité en service, qui sont des grands exploitants, facilite ces opérations de contrôle à distance et d'accès direct aux données informatisées. Après une première période de démarrage, l'intensité et la profondeur des contrôles exercés à distance par l'ASN, y compris en arrêt réacteur, est équivalente à celle réalisée en situation normale. En cette période de l'année, par exemple, l'ASN réalise une quarantaine d'inspections par mois sur les centrales. Durant les 4 dernières semaines, l'ASN a réalisé 35 contrôles et inspections à distance et une inspection réactive sur site dont j'ai parlé précédemment. Néanmoins, après la première annonce de prolongation du confinement par le gouvernement, l'ASN a engagé un travail de réflexion pour définir de manière concertée avec son personnel les sujets spécifiques pour lesquels des inspections sur site étaient nécessaires en sus des contrôles à distance, ainsi que les conditions de leur réalisation. Ces inspections sont notamment justifiées par le besoin de superviser la réalisation de certains gestes techniques complexes ou de contrôler l'état des installations et le respect des gestes barrières dans le contexte épidémique. Cette reprise d'activité d'inspection sur site est désormais opérationnelle. Elle sera réalisée de manière coordonnée en matière d'inspection de sûreté et d'inspection du travail
pour laquelle l'ASN est également compétente dans les centrales nucléaires, ce qui est également une différence par rapport aux installations classées. Hormis les activités de contrôle des installations, l'ASN poursuit son activité d'instruction avec l'appui de l'expertise de l'IRSN. Les dossiers à fort enjeu, comme celui de la préparation de la décision générique sur la poursuite d'exploitation des réacteurs de 900 MW, sont instruits normalement à ce stade et nous prévoyons toujours de mettre en consultation d'ici la fin de l'année notre projet de décision. Seules les décisions imposant une consultation publique ou ayant un impact significatif sur l'environnement sont retardées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020. Enfin, dans le domaine médical, pour faciliter la mobilisation de l'ensemble des personnels médicaux face à l'épidémie, l'ASN a, dès le début du confinement, réduit drastiquement son activité de contrôle sur site. Elle a en revanche traité de manière prioritaire toutes les demandes d'autorisation spécifiques qui permettaient de renforcer les moyens des hôpitaux. Nous pourrons y revenir si vous le souhaitez lors de la discussion. Quatrième et dernier point, dans les prochains mois, les retards et reports cumulés des arrêts de tranche chez EDF vont imposer une reprogrammation substantielle des arrêts qui, par effet domino, va largement déborder sur 2021, voire sur 2022. Cette situation combinera à la fois des enjeux forts de sûreté et de sécurité d'alimentation électrique. Contrairement à d'autres pays, les États-Unis notamment, EDF n'a pas prévu de réduire drastiquement son volume de travaux pendant les arrêts réacteurs, ce qui est favorable à la sûreté. Face à ces enjeux majeurs, EDF et l'ASN sont en étroite relation pour examiner l'ensemble de ces questions et leurs conséquences au regard des échéances réglementaires et des prescriptions applicables à chaque réacteur. La reprise progressive des activités sur site, qui s'effectuera dans un contexte de surcharge d'activité à cause de ces reports et dans un contexte perturbé pour les intervenants, avec l'accumulation de fatigue et de stress, devra faire l'objet d'une attention particulière de la part des exploitants. Enfin, une grande vigilance devra être apportée aux risques liés aux facteurs organisationnels et humains, dus notamment aux changements dans le fonctionnement et l'organisation du travail, aux évolutions dans l'urgence des processus et des nouveaux référentiels, ainsi qu'aux arbitrages réalisés au quotidien entre la sûreté réglée, définie dans les textes, et la sûreté gérée, rencontrée sur le terrain au regard du contexte. Plus généralement, la gestion de la crise sanitaire devra nous conduire à réfléchir, le moment venu, au retour d'expérience à en tirer pour la gestion d'une situation post-accidentelle en cas d'accident nucléaire. Cette réflexion sera l'occasion d'établir un parallèle entre ces situations de crise, notamment en termes de communication, de recours à l'expertise, d'association des parties prenantes pour la définition des mesures de déconfinement, d'équipement de mesures à distribuer pour rendre autonome la population et de gestion des impacts indirects, psychologiques, sociaux et économiques de longue durée. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup, Monsieur Dorochuc. Alors, je profite de cette interruption pour souhaiter la bienvenue à Philippe Merle qui a réussi à nous rejoindre. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez ? Je vous entends très bien. Donc, nous allons vous passer la parole après avoir passé la parole d'abord à Jean-Christophe Niel de l'IRSN. Comme ça vous permet d'arriver et de vous préparer à nous répondre sur la gestion des risques dans les installations classées. Monsieur Niel, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de donner la parole à l'IRSN dans ce contexte de crise de pandémie. Je suis accompagné notamment de Thierry Charles, directeur général adjoint du pôle sûreté, et de Karen Hervieux, directrice de l'expertise, qui pourront m'aider si nécessaire. Alors, je vais commencer par un point sur la situation de l'IRSN. Je vous rappelle que l'IRSN, c'est l'expert public du risque radiologique et nucléaire. Nos missions sont expertise, surveillance et recherche, 1800 personnes. Aujourd'hui, 59 personnes de l'Institut ont été ou sont contaminées probables par le virus. Certaines l'ont été sérieusement, mais aujourd'hui, toutes voient leur santé s'améliorer, donc c'est plutôt une nouvelle positive aujourd'hui. Pour faire face à cette pandémie de Covid-19, l'IRSN a massivement recours au télétravail. Journellement, seule une quarantaine de personnes sont sur nos sites. Alors, ça a été rendu possible parce qu'en fait, un plan de transformation numérique avait été engagé il y a quelques mois par l'Institut. Ça a permis de nous adapter très rapidement.
Sur nos différents métiers, en ce qui concerne l'expertise, donc l'appui aux autorités et au ministère se poursuit quasiment normalement. Notamment, nos avis prévus sont rendus dans le calendrier attendu. Des relations régulières, ça a été évoqué par le président de l'ASN, sont organisées avec les autorités et les exploitants. Et aujourd'hui, l'IRSN n'a été saisi d'aucune demande spécifique d'avis en lien avec la pandémie, comme par exemple des dérogations. Alors, la surveillance de l'environnement, elle se poursuit, comme l'a montré d'ailleurs l'information que nous avons pu diffuser sur les incendies autour de Tchernobyl, sujet sur lequel je reviendrai tout de suite. Notre centre de crise, il est organisé pour pouvoir être mobilisé en cas de besoin. En ce qui concerne la recherche, vous savez que l'IRSN fait 40% de recherche, nos activités expérimentales sont suspendues et les travaux sur de la documentation ou utilisant de la simulation à distance se poursuivent, remplaçant éventuellement les activités expérimentales. Évidemment, tout ça se fait, tout ce nouveau mode de fonctionnement se fait en lien avec nos instances représentatives du personnel que nous rencontrons régulièrement. La situation des installations et des activités nucléaires vous a été largement présentée par le président de l'ASN, donc je ne vais évidemment pas reprendre ce qui vient d'être dit. Je vais juste m'arrêter sur ce que sont les enjeux pour l'IRSN en termes de sûreté nucléaire dans ce contexte, des enjeux pour les temps qui viennent. Donc, d'une part, évidemment, les dispositions à retenir pour la reprise d'activité des installations. Beaucoup de travail va devoir être fait. Des enjeux de ressources humaines pour conduire certaines opérations. La gestion d'un éventuel risque de rebond de l'épidémie, l'impact du report des arrêts de tranche, notamment l'hiver prochain, et enfin, plus généralement, la prise en compte renforcée dans la démarche de sûreté du risque de pandémie. Quelques mots sur les incendies autour de Tchernobyl. C'est un exemple de mission que l'IRSN exerce pendant cette période particulière, surveillance de l'environnement et information. Dès l'annonce de ces incendies, nous avons créé notre centre de crise à distance, au niveau 1, c'est le niveau le plus bas. Ça ne nécessitait pas d'aller sur place. L'objectif, c'était évidemment d'évaluer la situation localement et les conséquences possibles en Ukraine et en France. Alors, ces incendies ont débuté début avril autour de Tchernobyl. C'est un phénomène récurrent. Tous les 5 ans à peu près, il y a de grands incendies qui se passent. Ils ont atteint, ces incendies, la zone d'exclusion de 30 km autour de la centrale le 8 avril. D'après les Ukrainiens, des moyens importants ont été mobilisés, 400 pompiers, 90 véhicules. Les photos satellites ont montré la surface incendiée et les multiples foyers. Alors, pour notre évaluation, nous avons utilisé des mesures de radioactivité qui étaient disponibles en Ukraine, de la part des autorités et d'organismes scientifiques, d'universités, de laboratoires. Nous avons utilisé nos propres mesures réalisées en France. Et évidemment, on s'est aussi appuyé sur le réseau de nos partenaires et homologues européens. On a évidemment utilisé des données météorologiques. Alors, les mesures, il y en a de deux types. Il y a des mesures de type débit de dose gamma. Ni le réseau ukrainien, ni le réseau IRSN s'appelle Téléré, n'ont rien détecté. Le réseau de Téléré de l'IRSN a une balise sur le toit de l'ambassade à Kiev. Donc, rien n'a été détecté. En fait, c'est normal, puisque ces réseaux de débit de dose gamma sont destinés à détecter des accidents radiologiques importants, ce qui évidemment n'est pas le cas ici. Il y a d'autres types de mesures. L'autre type de mesure, c'est la mesure de contamination d'aérosol, c'est-à-dire de poussière, la contamination sur les poussières. C'est un type de mesure qui est beaucoup plus précis. Et là, les résultats obtenus par les organismes scientifiques ukrainiens ont montré des niveaux de césium-137 significativement plus élevés que d'habitude, à la fois dans la zone d'exclusion et à Kiev. Néanmoins, ces contaminations sont restées modérées et sans conséquences sanitaires. Sur la base de nos mesures et par notre modélisation, nous avons calculé que 200 gigabecquerels avaient pu être mis en suspension entre le 3 et le 13 avril. Par ailleurs, cette modélisation a montré que les incendies des 5 et 6 avril ont pu atteindre la France à partir du 7 avril dans la soirée jusqu'au 14 avril. Les niveaux de contamination que nous avons calculés par cette modélisation étaient extrêmement faibles, inférieurs ou de l'ordre de 1 microbecquerel par mètre cube. Et d'ailleurs, on a mesuré sur une station à très bas niveau de mesure, à Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône, une valeur de 1,16 microbecquerel, donc cohérente avec notre modélisation. Les incendies, les rejets les plus significatifs de l'incendie ont eu lieu entre le 9 et le 11 avril. Et à ce moment-là, ils se sont plutôt dirigés vers l'est de l'Europe, vers la Biélorussie, le sud de l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, et ne sont pas parvenus en France. Voilà ce que je voulais vous dire comme propos liminaire, Madame la Présidente. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Niel. Monsieur Merle, nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous laissons donc vous savez pourquoi nous souhaitons vous entendre hein, pour que vous nous fassiez un point sur la sûreté des ICPE dans cette période de grandes contraintes sanitaires, dans cette période d'état d'urgence, avec les questions que tout le monde se pose sur le manque de personnel, sur donc les risques qui pourraient être entraînés par cela, par des contrôles qui sont reportés, etc. Je ne vous refais pas mon propos liminaire. Nous vous écoutons et puis nous passerons après la parole à nos orateurs de groupe. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. En ce qui concerne les installations classées, on est à une autre échelle numériquement que ce dont on vient de parler sur les installations nucléaires. On est sur à peu près 40 000 sites soumis à autorisation ou enregistrement, ce qui est un régime d'autorisation simplifié, dont 1300 sites Céveso à peu près, et de l'ordre de 400 000 sites soumis à déclaration. Donc, une échelle très, très variée, en fait, entre des petits sites, moyens et gros. On a une forte diminution de l'activité économique générale qui a conduit à la mise à l'arrêt de nombreuses installations industrielles, y compris des Céveso. Par exemple, la plupart des sites de stockage de gaz de pétrole liquéfié, de butane, propane, sont à l'arrêt parce que la demande a beaucoup baissé. Par contre, il y a évidemment des filières où la demande reste très soutenue. Par exemple, tout ce qui est fabrication de gel est lié à la fabrication de gel. On a une demande très soutenue. Donc, une situation d'arrêt des installations qui est très hétérogène suivant les secteurs. Ce qui nous paraît important, c'est que dans les installations qui sont à l'arrêt, il y ait le maintien avec des méthodes et des moyens qui sont adaptés aux circonstances de la sécurité des installations. C'est pour ça que, bien entendu, les exploitants peuvent adapter la manière dont ils font les vérifications de l'état des capteurs, la vérification des rejets dans l'eau ou dans l'air, y compris à l'arrêt, mais même si ça peut être fait suivant d'autres moyens que d'habitude, parce que par exemple leur laboratoire habituel n'est pas disponible, il faut que ces contrôles soient maintenus. Ça a été l'un des objets d'un décret de dégel qui a porté exception à l'ordonnance de gel de délai qui a été prise dans la situation de l'urgence sanitaire. Le résultat à ce stade, c'est que on voit une baisse des accidents et incidents qui est corrélée à la baisse de l'activité économique. Autrement dit, on n'a pas de signal, même si je reste très prudent parce qu'on sait que les circuits d'information sont quand même assez perturbés, on n'a pas de signal qu'il y aurait eu une recrudescence proportionnellement à l'activité économique des accidents et incidents. Je dirais même au contraire. Là où il faut être particulièrement vigilant, et j'y reviendrai dans quelques instants, c'est les phases de redémarrage. Dès le début du confinement, on a affirmé, la ministre s'est impliquée personnellement sur ce sujet, la nécessité de maintenir un minimum d'inspection, y compris sur place, tout en respectant les gestes barrières, dans les installations classées, lorsque ça le mérite. Par exemple, lorsqu'il y a une situation d'accident, une situation de pollution, une plainte avec une forte suspicion qu'il se passe des choses un peu étranges, on va dire, mais aussi pour pouvoir vérifier par sondage dans un certain nombre d'installations Céveso plus particulièrement sensibles, que l'exploitant a bien pris les mesures qui permettent de maintenir la continuité de ces mesures de sécurité, quitte à en adapter les moyens. Ça, c'est vrai sur les sites à l'arrêt, ça peut être vrai aussi sur les sites qui sont restés en fonctionnement et qui peuvent fonctionner, comme vous l'indiquiez, avec des équipes réduites. Charge à chaque exploitant, en fonction de règles qui sont généralement préétablies dans ces plans d'urgence, notamment, de vérifier qu'il y a suffisamment de monde pour pouvoir continuer à assurer la sécurité de l'installation. Je pense aux équipes de conduite, aux équipes de pompiers. D'une façon générale, les exploitants des Céveso ont des normes préétablies,
parce qu'ils ont déjà réfléchi à cette question avant pour savoir en dessous de combien de personnes ça ne marche plus et du coup, il faut prendre des mesures d'arrêt du site. Sachant qu'un site, je pense qu'on en est tous conscients, ça s'arrête mieux tranquillement qu'en urgence. Le résultat à ce stade, on estime, on aura un bilan la semaine prochaine, on estime qu'on a eu un rythme d'inspection de l'ordre de 10% de la normale pendant la phase de confinement. Notre objectif, c'est de remonter dès la fin du confinement le rythme d'inspection des sites pour revenir à des chiffres plus comparables à la normale et notamment en mettant l'accent sur les phases de redémarrage qui sont des phases plus délicates. On a eu par exemple un incendie dans un centre de véhicules hors d'usage dans les Yvelines lors de son redémarrage il y a une dizaine de jours, qui a marqué les esprits. Et ces phases de redémarrage sont forcément plus délicates. Donc, l'objet est d'intensifier dans les semaines qui viennent la présence terrain de l'inspection des installations classées en mettant l'accent sur les sites qui redémarrent. Certains équipements n'auront en effet pas été utilisés pendant plusieurs semaines. Les opérateurs doivent retrouver des réflexes après une période de confinement, le tout en respectant bien sûr les gestes barrières qui ne simplifient pas les choses. Je termine en disant quelques mots d'une problématique qui va se poser à plus long terme. C'est que comme pour les centrales nucléaires, il y a soit décalage, soit perturbation d'un certain nombre de grands arrêts, parce que les grands arrêts, ce sont des moments où il doit y avoir une interaction entre plusieurs sous-traitants de métiers différents qui sont là en même temps pour exercer des tâches de façon coordonnée. Alors, ça n'a pas toujours été possible de coordonner ça, donc il y a des grands arrêts qui sont retardés, il y en a dont la programmation est perturbée. Le but du jeu, c'est de retrouver des conditions dans lesquelles ces grands arrêts puissent se faire avec un minimum de sérénité et il vaut mieux le faire un peu plus tard dans des meilleures conditions. Donc, on a pris des dispositions, notamment par arrêté, pour qu'il y ait des échéances qui puissent être un tout petit peu poussées sous la responsabilité de l'exploitant pour pouvoir permettre ces grands arrêts un petit peu décalés. Et c'est un point sur lequel on reste extrêmement vigilant pour la suite, parce qu'il y aura probablement, par rebonds successifs, des perturbations de ces calendriers d'arrêt jusqu'à début 2021. Donc, on reste en contact étroit avec les professionnels et les sous-traitants pour vérifier que tout ça peut s'organiser dans des conditions correctes. Merci beaucoup, Monsieur Merle. Je vais passer la parole aux orateurs des groupes, en commençant par Vincent Thiébaut pour La République en marche. Vous avez la parole, chers collègues. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, messieurs, pour vos propos. Alors, différentes questions se posent aujourd'hui. Effectivement, il y a le sujet du contexte dans le cadre de l'épidémie qui a provoqué effectivement une baisse très importante de la production électrique. Néanmoins, on voit la nécessité effectivement d'assurer la continuité des services, aussi bien de production, mais aussi de maintenance, notamment de stockage des données. J'aurais voulu vous entendre effectivement sur votre capacité de contrôle, notamment des opérations, sachant que nous avons eu beaucoup d'alertes, notamment dans les cas des travaux de maintenance ou par des associations, qui nous ont alertés sur les conditions des travailleurs, des sous-traitants. Soit des temps de travail qui vont bien au-delà des temps réglementaires, et notamment dans les conditions de travail qui ne permettraient pas d'assurer un travail effectif et dans de bonnes conditions. J'aurais voulu aussi vous entendre sur cette nécessité de trouver le point d'équilibre entre l'arrêt de la production et le maintien de la maintenance aussi qui est mis en œuvre par les opérateurs, pour savoir comment on arrive, d'autre part, aussi à préparer la sortie du confinement. On va avoir une forte demande d'énergie qui va venir, notamment l'électricité, puisqu'on va avoir beaucoup de sites qui vont remonter. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'assurer que la production électrique est en état de pouvoir assurer cette demande complémentaire, cette mise en marche d'un certain nombre de réacteurs? J'aurais voulu aussi entendre l'IRSN sur notamment son avis consultatif qu'il a fait par rapport à la phase de la quatrième qu'il a fait par rapport au réexamen périodique de la sûreté des réacteurs, qui a notamment donné un certain nombre de recommandations sur la nécessité de renforcer des contrôles sur site par rapport
au parc nucléaire, comment ça va se passer dans les conditions de confinement actuelles. Je pense que c'est un point essentiel. Vous avez parlé des fermetures aussi également. Je suis député d'Alsace. Je me permets aussi de faire un petit mot sur le réacteur de Fessenheim. Qu'en est-il de la fermeture du deuxième réacteur qui a été, j'ai entendu M. Merle effectivement qui a pu dire quelques mots. Est-ce que c'est décalé? Est-ce que nous sommes en conditions suffisantes aujourd'hui pour pouvoir assurer cette fermeture? Merci et désolé, j'ai dépassé un petit peu les 2 minutes, Madame la Présidente. Non, mais ça va, c'était un dépassement relatif et je serai tolérante aujourd'hui puisque, enfin non, je ne serai pas trop tolérante parce qu'il faut qu'on termine à 11 heures quand même, mais relativement. Jean-Marie Sermier pour les Républicains, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour aux orateurs, bonjour chers collègues. Alors, ce n'est pas mon nom qui s'affiche, c'est celui de mon collaborateur parce que j'ai eu un petit problème de connexion, mais c'est bien le député qui prend la parole. Moi, je voudrais remercier évidemment les orateurs de nous avoir brossé donc une situation actuelle avec, je le rappelle, une production électrique d'origine nucléaire de plus de 75 voire 80% à certains moments. La France a besoin d'avoir une activité nucléaire forte, mais une activité nucléaire qui soit extrêmement sécurisée. Donc, je souhaiterais que nos orateurs puissent nous confirmer qu'à cet instant, il n'y a aucun risque à ce que les centrales nucléaires françaises continuent en toute sécurité à produire l'énergie dont on a besoin en cet instant et dont on aura encore plus besoin lors de la reprise après le confinement. Ma deuxième question, c'est sur Tchernobyl. Les incendies de la zone d'exclusion de Tchernobyl, donc d'après ce qui a été dit, n'ont pas créé de problème en France, puisque les vents ont été, semble-t-il, plus en direction de l'Est au moment où les incendies étaient les plus importants. Pourtant, on a une musique récurrente qui nous explique que l'Est de la France aurait pu avoir quelques retombées et j'aimerais avoir donc des compléments d'information pour s'assurer là aussi que Tchernobyl ne reviendra pas dans notre pays comme il l'a fait déjà une fois et qu'on soit très clair sur notre position. Et puis enfin qu'on puisse nous assurer que le démantèlement de Fessenheim se fasse en toute sécurité ou ne faut-il pas surseoir à ce démantèlement? Merci. Merci, chers collègues. Je passe la parole à Patrick Loiseau pour le MoDem. Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Merci aux orateurs. Donc, l'actualité est déjà chargée par le secteur de l'énergie avec l'adoption la semaine dernière par le gouvernement de la feuille de route énergétique a été également marquée par la crise sanitaire que nous connaissons tous. Les mesures de confinement mises en place pour lutter contre le Covid-19 ont évidemment impacté de nombreux secteurs d'activité, mais celui du nucléaire reste de fait un secteur hautement stratégique impliquant des défis logistiques très importants, une continuité bien sûr du service et de fourniture d'énergie assurée, ainsi que des impératifs de sûreté et de sécurité qui doivent être évidemment maintenus, si ce n'est renforcés. Ainsi, de grands projets en cours ont été mis à l'arrêt et reportés. C'est le cas, comme viennent de l'évoquer mes collègues, de la centrale de Fessenheim, dont le réacteur 1 a été arrêté en février, marquant le début d'un long processus global. La fermeture définitive du réacteur 2 prévue en juin sera-t-elle impactée par la crise? Quel a été le rôle de l'ASN et de l'IRSN concernant le dysfonctionnement constaté récemment qui a conduit à l'arrêt temporaire d'un réacteur? Je pense également au redémarrage de l'EPR de Flamanville, repoussé de 5 mois dans le cadre d'une reprogrammation globale par EDF et de ses opérations de maintenance. Dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, nous pouvons légitimement nous interroger sur la préparation des acteurs du secteur nucléaire, qu'il s'agisse d'EDF, d'Orano ou des autorités de contrôle. Comme vous l'avez indiqué, l'ASN a suspendu ses contrôles physiques, mais continue de surveiller la distance sur les opérations. Des moyens humains et logistiques supplémentaires ont-ils été dévolus à ces contrôles et comment les autorités de sûreté se sont-elles adaptées pour la continuité des opérations de surveillance? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Guillaume Garot pour le groupe socialiste et apparenté. Très bien. Merci, Madame la Présidente. Merci aux orateurs présents ce matin devant nous. Ce que nous souhaitons, nous, parlementaires, c'est
vérifié que le système de protection face aux risques industriels et technologiques, il a tenu bon dans la période et qu'il donne des garanties pour la suite. Et j'y reviendrai. Moi, je voudrais d'abord remercier les professionnels qui ont été là dans des conditions pas toujours simples. On l'a bien compris à travers vos interventions et transmettez-leur nos remerciements. Alors, nous avons bien compris que pour les sites industriels, ils avaient fonctionné en mode dégradé, que du coup, il y avait eu moins d'incidents et d'accidents. Et il faut le dire aussi, les contrôles n'ont pas été exactement les mêmes puisque les entreprises extérieures qui sont habilitées à ces contrôles n'ont pas pu les réaliser dans les conditions habituelles. Pour les IPCE et pour le nucléaire, on a compris là qu'il y avait, au contraire, j'allais dire, une continuité des contrôles, même s'ils sont faits de façon différente, non plus par présence physique, mais à distance. Alors, moi, je voudrais vous entendre ce matin sur le niveau de préparation des centrales nucléaires en particulier face à un risque pandémique. Quel bilan on peut en tirer aujourd'hui, à ce stade du confinement? Et en particulier, ça a été dit par un collègue avant moi, sur la protection des salariés qui sont ceux des entreprises prestataires. Et on a eu en effet des remontées qui nous disent que le niveau de protection de ces salariés n'est pas toujours optimal, mais nous souhaiterions vous entendre à nouveau là-dessus. Donc, est-ce que notre niveau de préparation est suffisant ou pas face à un risque pandémique? La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est sur plus généralement notre culture de risque et la préparation face au risque, parce que là, il y a le risque pandémique. Est-ce que ça modifie notre perception et notre façon de nous préparer à l'avenir, à des défis? On a en ce moment, on voit bien ce qui se passe sur Tchernobyl. Bon, ça semble maîtrisé d'après vos propos. On a besoin néanmoins d'être rassuré et surtout, on a besoin de s'interroger avec vous sur l'ensemble des risques qui pourraient exister et sur lesquels on doit pouvoir là aussi avancer. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Je passe la parole à Guy Bricou pour le groupe UDI, Agir et Indépendants. Bonjour Madame la Présidente, bonjour aux intervenants et à mes collègues. J'ai eu du mal à me connecter contrairement à l'habitude, aussi je serais peut-être redondant. Alors, en janvier dernier, à l'ASN, vous pointiez du doigt un manque de rigueur dans la maintenance de nos sites nucléaires. Dès lors, EDF avait présenté un nouveau plan d'action. Alors que nous traversons une crise sans précédent, vous comprendrez que l'on s'interroge sur la mise en application des grands axes de ce plan. Où en était-on à la veille du confinement des mesures envisagées et aujourd'hui, comment EDF fait-elle en sorte que la maintenance des sites soit le mieux assurée possible? J'ai vu que vous-même aviez décidé de mettre en place des contrôles à distance. Pourriez-vous nous indiquer s'ils sont à 100% aussi performants que ceux réalisés in situ et dans quelles circonstances, à l'heure actuelle, vous privilégiez encore des déplacements sur site? Enfin, les centrales vont ralentir leur rythme suite à la baisse de la consommation d'électricité des dernières semaines. Concrètement, cela implique-t-il l'arrêt des réacteurs? Combien pourraient être concernés et qu'en serait-il de leur maintenance dans les mois à venir et des conditions de leur redémarrage le moment venu? Autre point qui fait polémique, celui de la gestion de crise si jamais un incident nucléaire survenait durant cette période de pandémie. Bruno Charéron, membre de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, CRIAD, s'en est récemment inquiété. Avez-vous mis en place des travaux dédiés à cette question et le cas échéant, y travaillez-vous en lien avec les CLI, commission locale d'information? Suite à l'incendie qui s'est déclaré à Tchernobyl le 4 avril dernier, comment gérez-vous la surveillance? Quelles possibilités de contrôle avez-vous en cette période de confinement? Sont-elles totalement les mêmes qu'en période normale? Vous annonciez à l'IRSN que des relevés devaient être effectués dans l'Est de la France. Qu'ont-ils donné? Autre point important, la sécurité sanitaire des équipes assurant la maintenance des sites, mais cela a été dit, celle-ci repose beaucoup sur des prestataires. Combien depuis le début de la crise ont fait valoir leur droit de retrait?
Que cela implique-t-il pour l'organisation de notre sécurité nucléaire? Des sous-traitants s'étaient plaints il y a quelques semaines du fait que leur sécurité sur site n'était pas assurée, manque de gel hydroalcoolique, distance de sécurité pas assurée. Qu'en est-il aujourd'hui? Enfin, alors que le début de la phase de déconfinement approche, quelles sont les priorités en matière de redéploiement des équipes sur site? Merci. Merci, chers collègues. Je passe la parole pour le groupe Liberté et Territoire à François-Michel Lambert. Merci, Madame la Présidente. Notre mix énergétique est fortement dépendant du nucléaire. Les centrales continuent de fonctionner en ces temps de crise, mais des interrogations se soulèvent. Par exemple, EDF a réduit largement les effectifs présents sur ces différents sites nucléaires français, a reporté des opérations de maintenance qui devaient avoir lieu pendant cette période. L'ASN a pour sa part suspendu ses inspections sur site, nous venons de l'entendre. Nous voulons quand même savoir comment ces contrôles peuvent-ils pousser aussi loin que des contrôles faits sur place, ces contrôles faits à distance. Quelles en sont les modalités? L'ASN a aussi examiné le plan de continuité d'activité présenté par EDF. Comment sera-t-il prolongé au-delà du 11 mai au regard des annonces faites par le Premier ministre? Il y a aussi la question, mes collègues l'ont dit, des conditions sanitaires dans lesquelles travaillent certains agents et sous-traitants. Et justement, ces sous-traitants, la maintenance d'EDF est sous-traitée à 80%. Et il semblerait qu'il manque une formation à ce niveau pour les professionnels sous-traitants venant dans des espaces nucléaires. Quelle est votre position sur ce sujet? Enfin, dans les plans d'urgence en cas d'incident, comment ont-ils été réactualisés pour être opérationnels dans ce nouveau contexte? Comment avez-vous réintégré le risque sécheresse, par exemple, et fortes canicules qui viendraient se rajouter à cette période de confinement ou de limitation de déplacement? Nous avons connu par le passé le Rhône qui n'avait pas suffisamment d'eau et il a fallu des moyens humains pour contenir un réchauffement de la centrale de Tricastin. Je pense aussi aux pastilles d'iode. Est-ce que nous avons un niveau de stock suffisant? Quelles sont les chaînes d'approvisionnement des pastilles d'iode? Quelle est la procédure de distribution? Et enfin, est-ce que vous pensez réactualiser vos analyses de pollution suite à une catastrophe nucléaire? Par rapport à la pollution atmosphérique, on voit que dans la crise du Covid-19, la pollution atmosphérique a favorisé la dispersion du virus. Est-ce que vous avez des analyses du même ordre s'il y avait une catastrophe nucléaire sur la dispersion des produits radionucléaires? Merci, chers collègues. Je passe la parole à Mathilde Panot pour la France Insoumise. Merci, Madame la Présidente. Merci, messieurs, pour vos propos liminaires. Alors, j'aurais plusieurs questions sur la question des sous-traitants nucléaires et je suis heureuse de voir que plusieurs collègues en parlent parce que ce sont généralement les grands oubliés des travailleurs du nucléaire alors qu'ils opèrent 80% de la maintenance nucléaire et qu'ils sont ceux qui sont les plus exposés à la radioactivité. La première, c'est une question qu'ont posée d'autres collègues, c'est sur la question des protections, puisque les sous-traitants dépendent de différentes entreprises avec différentes conventions collectives, et donc ont des protections différentes. Comment vous assurez-vous de la protection de ces salariés, puisque plusieurs sous-traitants alertent sur cette question? La deuxième, c'est ne pensez-vous pas qu'il serait temps de donner accès au statut des IEG à ces sous-traitants qui permettrait à la fois une égalité des travailleurs du nucléaire et de réintégrer les compétences au sein des exploitants? La troisième question est une question très précise sur laquelle j'ai été alertée. Avez-vous des alertes spécifiques sur les portiques C3, puisque les sous-traitants craignent que le nettoyage de ces portiques endommage les capteurs et donc le calcul de la radioactivité? Et la quatrième chose, c'est le nucléaire est-il concerné par les 60 heures hebdomadaires avec les ordonnances? Et n'êtes-vous pas inquiet que ces 60 heures hebdomadaires entraînent des problèmes de sécurité et du fait d'une extension du travail? La dernière chose peut-être, c'est que cette pandémie mondiale que nous sommes en train de vivre nous donne à voir ce que pourraient être d'autres crises, parfois même plus graves. Il y a eu, et vous en avez parlé, les incendies auprès de Tchernobyl en pleine crise du Covid-19. Nous commémorions dimanche le triste anniversaire de l'accident de Tchernobyl. Le nucléaire, et c'est ma conviction, est une énergie du passé. Il faut en planifier la sortie pour aller vers des énergies qui sont résilientes à l'urgence écologique et à l'urgence climatique, ce que n'est pas l'énergie nucléaire. Merci.
Merci, chers collègues. Je passe la parole à nos orateurs intervenants pour répondre à nos orateurs de groupe. Je passe la parole, Monsieur Dorochuk, vous y allez? Et nous aurons encore une petite série de questions après. On passe la parole à... Mesdames et messieurs les députés, de vos questions, je répondrai de manière globale sur un nombre important de questions qui sont des questions qui sont revenues à plusieurs reprises, et ensuite je donnerai quelques réponses plus détaillées sur des points singuliers. Je passerai également la parole à Olivier Guttin en ce qui concerne l'ensemble des questions qui concernent les conditions de contrôle à distance. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la baisse de production d'électricité et de manière plus générale la production d'électricité et son évolution. À ce jour, début avril, l'état de fonctionnement du parc nucléaire d'EDF était le suivant. Il y avait 38 tranches en production sur 58, 3 tranches en arrêt fortuit, qui avaient vocation bien sûr à être remises en service après traitement des causes, 3 tranches en arrêt d'économie combustible et 13 tranches en arrêt pour maintenance. 13 tranches au total sur 58. La demande d'électricité a fortement chuté compte tenu de la baisse d'activité et aujourd'hui EDF ne rencontre pas de difficulté pour fournir l'électricité nécessaire au fonctionnement de l'économie et d'activité en France. Elle est même plutôt en excédent puisque certaines tranches, comme je viens de l'indiquer, ont été mises en arrêt pour économie de combustible. Donc il n'y a pas de tension actuelle sur la production d'électricité au regard de la demande. Bien évidemment, l'activité redémarrant, il faudra pouvoir fournir l'électricité, mais dans cette période de l'année, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur la capacité d'EDF à fournir l'électricité demandée. En revanche, comme je le disais dans mon propos liminaire, le vrai enjeu, c'est à partir de l'automne, c'est à partir d'octobre-novembre, et ce sera pendant la totalité de l'hiver 2020-2021, voire hiver 2021-2022. Et ce sera la conséquence du report cumulé des arrêts de tranches pendant lesquels des opérations de maintenance, des opérations réglementaires de contrôle sont réalisées. Et ça, bien évidemment, c'est un sujet de préoccupation pour l'ASN. Donc le vrai enjeu, il est dans quelques mois, et c'est un sujet dont nous discutons de manière approfondie avec EDF au regard de la stratégie qu'EDF envisage à ce stade pour pouvoir faire face à la demande d'électricité. On est bien dans une situation de double enjeu de sûreté et de sécurité d'alimentation électrique. Dans un certain nombre de cas relativement simples, avec des décalages de quelques semaines, voire de quelques mois, nous pourrons vraisemblablement traiter les sujets par des dérogations réglementaires spécifiques, ce qui n'est pas une difficulté, cela s'est déjà fait par le passé. Pour des reports plus longs, et notamment dans des conditions spécifiques envisagées par EDF de report de visites périodiques, par exemple, où certaines opérations de maintenance plus importantes sont réalisées, il faudra que nous regardions avec EDF, réacteur par réacteur, en fonction des obligations qui leur sont imposées, comment nous pouvons aborder cette situation. Nous sommes en train de le faire et nous aurons de la visibilité dans les mois qui viennent. Mais l'enjeu principal, c'est bien l'hiver prochain. Et pour passer l'hiver prochain, non seulement il faut qu'il y ait suffisamment de réacteurs qui soient en exploitation, mais il faut aussi avoir des marges. Et c'est un point sur lequel l'ASN a plusieurs fois insisté. Le but n'est pas de passer tout juste. Le but, c'est d'avoir également des marges en matière de production par rapport au pic de demande, pour pouvoir faire face à des événements, notamment en matière de sûreté, qui exigeraient la mise à l'arrêt temporaire, soit d'un réacteur, soit de plusieurs réacteurs en cas d'événement générique. C'est déjà arrivé, et donc la question, c'est vraiment d'avoir suffisamment de marge pour les 2 hivers qui viennent. En ce qui concerne, donc ça, ce sont l'ensemble des questions sur la production d'électricité. En ce qui concerne les questions qui sont relatives aux capacités de contrôle des conditions de travail sur site pour la réalisation des travaux de maintenance, la mobilisation des prestataires, question très importante qui est revenue à plusieurs reprises dans les questions des parlementaires. Comme je le disais dans mon propos introductif, l'ASN est également inspecteur du travail sur les sites nucléaires. Et donc, depuis le début des opérations de réduction d'activité et d'obligation de mise en place de gestes barrières et de protection, nous sommes bien évidemment directement en relation, non seulement avec les exploitants, mais aussi avec les représentants du personnel sur ces sites
les organes représentatifs des travailleurs, qu'il s'agisse d'ailleurs des travailleurs salariés d'EDF ou des prestataires, pour définir et examiner les conditions dans lesquelles les gestes barrières ou les mesures de protection sont mises en place. Il est clair que EDF, comme beaucoup d'opérateurs, a manqué de moyens de protection, et notamment de masques. EDF a fait le choix, au regard du nombre de masques dont il disposait, de réserver ces protections aux salariés qui étaient sur les sujets les plus sensibles en matière de production et de sûreté, notamment, par exemple, l'ensemble des personnels en salle de commande qui ont été protégés, les personnels d'EDF et les prestataires qui sont intervenus sur des chantiers sensibles pour lesquels la proximité était la plus forte et la coactivité la plus forte. Donc, il y a eu une priorisation de la part d'EDF pour équiper tant ses salariés que les prestataires de moyens de protection, de masques, de gel hydroalcoolique. Et à travers l'élaboration des plans de prévention qui sont nécessaires avant chaque intervention, il a été pris en compte par EDF et les intervenants des mesures de protection et de barrières qu'il fallait mettre en place. Nous avons contrôlé à distance la définition de ces conditions d'intervention. Et dans certains cas, nous avons émis un certain nombre d'objections pour qu'elles soient renforcées. C'est d'ailleurs le sens de la communication publique que nous avons faite début mars. Aujourd'hui, la situation est très différente. Elle a évolué. D'une part, EDF a pris l'initiative, avec l'ensemble des membres du GIFEN, du groupement des industries de l'industrie nucléaire, d'élaborer une charte de protection de l'ensemble des intervenants sur site, salariés EDF ou prestataires, avec toute une série de règles en matière de protection individuelle pour ces personnes. Depuis lundi, la totalité des intervenants sur les sites nucléaires, qu'ils soient salariés ou prestataires, disposent de masques chirurgicaux. La totalité de ces personnels sont effectivement maintenant protégés. Nous avons été amenés en tant qu'inspecteurs du travail également à être associés aux discussions qui ont eu lieu à propos du droit de retrait. Ces droits de retrait ont été à plusieurs reprises effectivement mis en avant par les représentants du personnel. Après discussion et après mesure de sécurité individuelle, ces droits de retrait chez EDF n'ont pas été mis en œuvre. Voilà pour ce qui concerne la protection du personnel et des prestataires. En ce qui concerne le réacteur de Fessenheim, effectivement, la tranche 1 est arrêtée depuis le 22 février et la tranche 2 sera mise à l'arrêt au 30 juin. Les opérations de démantèlement sont encore loin d'être amorcées puisque nous sommes dans une phase de pré-démantèlement qui va durer au moins 2 ans, où il s'agit de mettre les réacteurs dans une situation leur permettant ensuite de démarrer un démantèlement. Et les opérations qui sont gérées aujourd'hui sont des opérations du type retrait des combustibles pour le refroidissement avant évacuation. Donc on est dans des phases qui sont vraiment très préliminaires au démantèlement de ces réacteurs qui n'interviendra que d'ici 2 à 3 ans. Toutes les opérations de démantèlement ou de pré-démantèlement, quels que soient les exploitants, EDF ou autres, ont été mises à l'arrêt. Ce n'est pas un problème en termes de sûreté, dès lors que, bien évidemment, un certain nombre de précautions sont prises sur le maintien des installations, en termes de maintenance minimum, en termes de sécurité minimum. C'est ce qui a été mis en place par les exploitants. Donc le démantèlement n'est pas affecté en tant qu'activité en termes de risques potentiels liés au Covid-19. Ce sont en général des chantiers où le nombre de personnes qui interviennent est beaucoup plus faible, quelques dizaines, à la fois que sur les chantiers d'exploitation. Sur une centrale nucléaire de 4 branches, il y a 1200 à 1400 personnes présentes en même temps. Sur un chantier de démantèlement, c'est quelques dizaines. Et donc, les gestes barrières peuvent plus facilement être respectés sur les chantiers de démantèlement lorsque ceux-ci reprendront, puisque pour l'instant, ils ont été, pour l'essentiel, mis à l'arrêt. En ce qui concerne quelques questions maintenant spécifiques. Donc, le député Garot a très justement insisté sur la culture du risque, sur la manière de se préparer, à la fois chez les exploitants et chez les régulateurs, face à de telles situations. Alors, nous avons
nous avons travaillé sur plusieurs axes. Tout d'abord, comme je l'ai indiqué également dans mes propos liminaires, l'ASN dispose d'un plan de continuité d'activité. Et donc, cela nous permet de définir des dispositions à prendre en interne, tant pour les opérations de contrôle que pour pouvoir faire face à des situations d'accident nucléaire du nombre de personnes minimum dont nous avons besoin. Et donc, nous avons pris des dispositions pour être en situation de pouvoir assurer nos missions essentielles de contrôle de la sûreté et notre mission essentielle en situation de crise nucléaire. Nous avons des systèmes de permanence, nous avons des personnes qui sont isolées, et donc nous pouvons tout à fait veiller à ce que le minimum de personnel soit présent pour pouvoir assurer ces situations. C'est la même chose pour ce qui concerne les exploitants qui, dans leur plan de continuité d'activité, ont défini des seuils minimums de présence d'effectifs sur les activités plus sensibles, comme la conduite ou la maintenance, en deçà desquels les réacteurs devraient être arrêtés et mis dans un état sûr. Pour ce qui concerne EDF, les seuils sont au minimum de disposer de 20%, de disposer de 80% du personnel pendant 10 semaines consécutives, ou de disposer de 60% du personnel pendant 2 semaines. Si ces seuils ne sont pas atteints, la situation des réacteurs ne peut pas être maintenue en exploitation. Ces seuils n'ont jamais été atteints. Le nombre de personnes affectées parmi le personnel d'EDF n'a jamais été tel que ces seuils ne puissent pas être garantis. Et donc, les exploitations ont été maintenues en service, les installations ont été maintenues en service sans difficulté de ce point de vue, et nous les avons contrôlées. Ça, c'est ce qui concerne les plans de continuité d'activité. Ensuite, la préparation face à un événement de cette nature fait appel effectivement à la culture du risque et à la culture de sécurité qui doit être la nôtre. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet ces dernières années, notamment à travers un comité qui s'appelle le CODIRPA, qui est le comité directeur de gestion des situations post-accidentelles, qui permet de mettre en évidence la préparation qui est nécessaire pour pouvoir faire face à des situations post-accidentelles où la culture de la sécurité est importante. Culture de protection individuelle, par exemple. Je reviendrai tout à l'heure sur la question de la délivrance des comprimés d'iode. Situation de gestes barrières qui sont liées, par exemple, à des situations de confinement géographique ou de non-consommation de produits alimentaires. Ça, ce sont des mesures de précaution. Toutes ces mesures ont fait l'objet de réexamen dans le cadre des travaux du CODIRPA, à la demande du Premier ministre, sous le pilotage de l'ASN, entre 2014 et 2019, pour tenir compte du retour d'expérience des exercices de crise qui avaient été menés, mais surtout de l'accident de Fukushima. Nous avons récemment fait quelques mois des propositions au Premier ministre pour faire évoluer les règles de gestion post-accidentelle, et nous avons particulièrement insisté sur le besoin de disposer de moyens de renforcement de l'information et de la sensibilisation de la population qui réside autour des sites nucléaires pour renforcer cette culture du risque. On s'aperçoit qu'elle est encore insuffisante. Par exemple, la prédistribution de comprimés d'iode qui a eu lieu il y a quelques mois a été très largement insuffisante, puisque seuls 25% des habitants qui habitaient dans la zone de protection, PPI, ont retiré leur comprimé d'iode en pharmacie. Donc c'est très insuffisant par rapport à ce qu'il faudrait. J'en viens à la question posée par le député Imbert concernant les pastilles d'iode. Effectivement, par rapport à ce chiffre, il faut être en mesure, ça sera un retour d'expérience, de disposer des moyens de stockage, d'entreposage des comprimés d'iode à proximité des zones concernées pour pouvoir les distribuer avec la logistique qui est nécessaire en situation d'accidentelle ou en situation de crise. Donc on voit bien qu'il y a une culture de risque à travers l'information, la sensibilisation, la préparation des publics à un risque nucléaire qui est nécessaire, et nous tirerons, j'en suis convaincu, des enseignements de la situation de crise Covid-19. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Je vais peut-être passer la parole à Olivier Gupta pour ce qui concerne le contrôle à distance. Oui, en essayant d'être concis, on a encore des questions, il faut qu'on finisse avant 11h. Hein, donc, essayons d'être le plus explicite et concis possible. Merci. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Effectivement, vous avez
vous avez interrogé sur finalement, est-ce que le contrôle, est-ce que les modalités qu'on a mises en place permettent de contrôler ce qui doit l'être dans la situation actuelle. Et je vais essayer d'y répondre de façon illustrée. Quand on fait une inspection, en fait, il y a un premier volet, sur site, il y a un premier volet, en général, qui consiste à examiner un ensemble de documents qu'on consulte sur place. Et sur ce premier volet-là, finalement, le contrôle à distance permet d'avoir un niveau de contrôle tout à fait équivalent. On se fait transmettre, les inspecteurs se font transmettre les documents par EDF, par les exploitants. Ils posent des questions par téléconférence ou visioconférence, comme ils le feraient sur place. Et vous voyez, sur des sujets comme la préparation des arrêts de tranche ou la préparation des interventions de maintenance, la programmation de façon plus générale des activités, savoir également comment les anomalies sont traitées, analysées, quel est le délai de réparation prévu. Tout ça est examiné et EDF est questionné à distance par nos inspecteurs de la même manière finalement qu'il le serait sur site. J'ajoute que nous avons mis en place pour un certain nombre de dispositifs pour avoir accès à des informations que nous pouvions consulter en nous rendant sur site. Alors des informations que nous consultons non pas sur la base de documents, mais sur la base de systèmes informatiques. Et nous nous faisons retransmettre en fait, par exemple, les paramètres de fonctionnement du réacteur sur écran. Donc nous voyons à distance la pression du circuit primaire, la température, un certain nombre d'autres paramètres, comme nous le verrions dans la salle de commande, en temps quasi réel. Il y a, je crois, 30 secondes de décalage, mais c'est du quasi temps réel. Et ça nous permet finalement d'observer, comme nous le ferions sur site, ce type de paramètres. Alors, nonobstant, il y a des points qui nécessitent d'aller sur site pour vérifier exactement ce qu'il en est. Et c'est ce qui est prévu. C'est d'ailleurs ce qui a été fait lorsqu'on l'a jugé nécessaire dans le cas du départ de feu sur le détendeur d'hydrogène. Ça a été mentionné avec une inspection qui a eu lieu le 16 avril à Belleville. Et je disais, c'est ce qui est prévu en se focalisant sur les opérations, certaines opérations spécifiques. Je pense par exemple à ce qu'on appelle les épreuves hydrauliques du circuit primaire. Il y en a 2 qui sont prévues dans les jours qui viennent sur 2 réacteurs. Donc, nous irons superviser ces épreuves hydrauliques comme nous le faisons d'habitude. Ce sont des inspections assez importantes puisque à chaque fois, ça mobilise 5 à 6 inspecteurs sur place. Et donc, nous irons parce que c'est un geste important et nous avons besoin de voir comment ça se passe. Nous nous focaliserons également sur les spécificités liées à la situation Covid-19 actuelle. Typiquement, comment les équipes de conduite se passent les consignes, quels sont effectivement les impacts liés à la mise en œuvre des gestes barrières, etc. Il y a un certain nombre de points spécifiques Covid-19 sur lesquels nous avons l'intention d'aller sur site. Peut-être pour illustrer aussi le chiffre qui a été donné tout à l'heure, 40 inspections par mois en régime normal sur site, ça signifie que nous allons sur chacun des sites une fois tous les 15 jours. Et vous voyez finalement, entre le contrôle à distance qui a permis de voir déjà une très large partie des choses et le fait que finalement, après un peu plus d'un mois, nous allons revenir sur ces sites pour compléter ces contrôles à distance par la vérification de ce qui ne pouvait pas être vu à distance. Je crois que nous pouvons estimer que cette articulation nous permet de ne pas laisser de côté d'enjeux majeurs. Et c'est ça aussi finalement que des déplacements prochains que nous allons faire nous permettra de confirmer. Peut-être pour conclure là-dessus, je voudrais terminer sur des effets positifs finalement de ces nouvelles méthodes de contrôle et peut-être que à l'avenir, nous adopterons certaines des façons de faire que nous inventons au fur et à mesure dans la période actuelle. J'évoquais le monitoring à distance des paramètres de l'installation. C'est quelque chose qui a été mis en place pour la situation actuelle, mais que nous conserverons peut-être à terme. Et puis, nos inspecteurs, finalement, trouvent très efficace aussi de pouvoir se faire transmettre en anticipation de l'inspection un certain nombre de documents qui d'habitude sont consultés à chaud sur site parce que ça leur permet de mieux focaliser leurs questions. Donc c'est là aussi probablement
une disposition que nous pérenniserons. Merci. Monsieur Niel, pour compléter. Oui, bonjour Madame la Présidente. Jean-Christophe Niel est malheureusement un problème technique et donc n'a pas pu se reconnecter, est en train d'essayer. Donc, je vais donc poursuivre à sa place. Allez-y. Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, donc je voulais intervenir par rapport aux différentes questions. Dans un premier temps, sur les remarques concernant le 4e réexamen périodique des réacteurs de 900 MW, donc et les questions concernant les contrôles à réaliser des installations dans ce cadre-là. Donc, je rappellerai tout simplement pour commencer que, comme l'a dit Jean-Christophe Niel, les activités d'expertise se poursuivent normalement actuellement et donc on a remis à l'ASN fin mars notre avis de synthèse sur le sujet. Donc, cet avis de synthèse, en fait, fait la synthèse, c'est son objectif, une quarantaine d'avis qui ont été produits depuis 3 ans, qui correspondent à un travail de l'IRSN d'environ 200 000 heures, en fait, et qui intègrent à la fois des résultats de notre recherche et puis également les échanges qu'on a pu avoir avec la société civile. Donc, de cette synthèse, on en retient 2 points essentiels, des conclusions, j'allais dire, globalement positives par rapport à un programme de travail d'EDF qui est sans précédent et sans équivalent à l'international, globalement positive, même s'il reste des aspects à regarder. Notamment, on a identifié des recommandations importantes de compléments de démonstration et de modification d'installation. Et il y a également d'autres sujets qui vont être à regarder au niveau de chaque arrêt individuel de réacteur. Donc, les principales demandes concernent effectivement, entre autres, la conformité des installations. C'est un point majeur. On voit bien que les incidents qui surviennent, dans la plupart du temps, concernent des problèmes de conformité ou de regard d'exploitation. Et donc, on a souhaité, dans le cadre de cet avis, mettre l'accent sur le nécessaire contrôle qu'il y aura à faire des installations dans le cadre du 4e réexamen. Ces contrôles, bien entendu, ne sont pas à faire tout de suite par rapport à la question qui a été posée, mais seront à faire dans le cadre de chacun des arrêts de réacteurs qui vont survenir dans le cadre du 4e réexamen périodique. Donc, finalement, des contrôles réalisés, mais qui ne sont pas menés tout de suite. Donc, cela n'est pas impacté par les actions actuelles dans le cadre de la pandémie. Le deuxième point qui a été soulevé, donc ça concerne notamment Tchernobyl, donc les mesures faites par l'IRSN. Donc l'IRSN, bien sûr, a mobilisé ses moyens de mesure. Et donc, je vois que Jean-Christophe est revenu. Jean-Christophe, je te repasse la parole. Je suis de retour, oui, je suis vraiment désolé. Hein. Thierry, tu as abordé. Je viens de répondre sur RP4, voilà, et j'arrivais à Tchernobyl. Ok, je vous remercie. Donc, il y a eu plusieurs questions sur Tchernobyl, et notamment les conséquences là-bas en France. Alors, l'IRSN a fait un certain nombre de calculs sur place, sur l'impact sur place, sur l'impact sur les pompiers, même sur les pompiers qui sont intervenus sur une base d'une intervention d'une centaine d'heures, ça reste un impact très faible, et en tout cas plus faible que l'impact qui est lié à l'irradiation qui vient du sol, parce que le sol de la zone d'explosion de Tchernobyl, il est contaminé, donc il continue à irradier, et dans les simulations qu'on a faites cohérentes avec celles d'organismes ukrainiens, montrent que la dose prise par les pompiers liée à l'incendie sera un centième de ce qu'ils ont reçu lié au sol. L'autre point, c'est que nous avons fait un calcul en supposant que donc là, la contamination dont on parle là, c'est la contamination de l'environnement. Évidemment, je ne parle pas de la radioactivité qui est dans les installations. Parce que dans la zone d'exclusion, vous avez évidemment le réacteur accidenté avec le sarcophage au-dessus. Vous avez un dispositif d'entreposage du combustible. Vous avez aussi beaucoup de tranchées dans le sol. Il y en a plus d'1 millier dans lequel il y a des déchets qui ont été mis de manière hâtive et dans des conditions précaires au moment de l'accident. Donc, je ne parle pas de cette matière-là qui n'est pas accessible à l'incendie. Je parle de la radioactivité qui est contenue dans l'environnement, puisque le cycle de la végétation, le césium est dans le sol, il est pompé par les racines, il passe dans les feuilles, etc. On a calculé que la contamination, en prenant l'ensemble de la contamination qui existe, qui serait à peu près 20 000 fois ce qui a été mis en suspension d'après nos évaluations, l'impact resterait quand même limité parce que c'est de la contamination de l'environnement, ce n'est pas la radioactivité qui est dans les installations. Et on a fait des mesures
qu'on a rendu public la semaine dernière, on a plusieurs stations qui sont restées sous le bruit de fond. Il y en a une que j'ai mentionnée dans mon intervention, qui est celle des Bouches-du-Rhône. L'IRSN a un dispositif de très haute précision. C'est un gigantesque aspirateur qui aspire des grandes quantités de radioactivité. Cette radioactivité se dépose sur des filtres, donc ça prend un peu de temps, puisqu'évidemment, il faut faire tourner l'aspirateur très longtemps. Ces filtres sont envoyés à l'IRSN qui les dépouille. Donc, il y a une station qui a vu une valeur de 1 microbecquerel par mètre cube, qui est très faible, mais qui néanmoins montre le fait qu'effectivement, la quantification à ce niveau très bas est néanmoins arrivée en France. Et on doit développer, on doit rendre public d'autres mesures. Il reste des mesures, mais qui seront soit le bruit de fond, soit de l'ordre de grandeur de celles que je viens d'indiquer. Donc ça, c'est les informations sur Tchernobyl. Il y avait une question aussi sur la gestion de la pandémie et sur les dispositifs en place. Alors, il y a eu des épisodes de pandémie ou de risque de pandémie dans le passé. Et donc, il y a dans les plans de continuité d'activité, notamment d'EDF, il y a des dispositions qui ne renvoient pas précisément à tel ou tel type d'épidémie, mais il y a des hypothèses de fonctionnement des installations avec moins de personnel. Le plan de continuité d'activité d'EDF imagine 20% de personnel ne pouvant pas travailler, avec des pics à 40% sur 2 à 3 semaines. Et c'est sur cette base-là qu'est construit le PCA. Donc les choses existent, ont été mises en œuvre. Clairement, évidemment, comme ça a été fait après l'accident de Three Mile Island, après l'accident de Tchernobyl, après l'accident de Fukushima, il faudra tirer les enseignements de cet événement. Il faudra se poser la question de comment assurer la sûreté nucléaire avec des situations pandémiques plus graves que celles d'aujourd'hui, puisqu'évidemment, aujourd'hui, elle s'est réalisée. Donc, demain, il faudra réfléchir à des situations plus sérieuses. Et donc, ça, c'est un sujet auquel on s'attelle. L'IRSN a mis en place un groupe de travail pour réfléchir à l'ensemble des conséquences de cette situation, comme on l'avait fait après Fukushima. Après Fukushima, l'IRSN avait travaillé, ce qui avait donné à la naissance au concept de noyau dur. Je voulais intervenir aussi sur… Monsieur Niel, excusez-moi, je vais vous interrompre, mais comme là, le temps passe extrêmement vite et qu'on doit avoir fini dans un quart d'heure, Monsieur Merne n'a pas pu répondre. Ce que je vais faire là, c'est que je vais donner la parole. J'ai quelques questions. Je souhaite que mes collègues puissent poser les questions et comme ça, vous réunirez vos réponses y compris les questions qui vont venir. Monsieur Merne, je suis désolée, je vous donnerai la parole en premier juste après les questions des collègues et comme ça, on va essayer de tenir dans les temps, même si le sujet est vaste, j'en ai bien conscience. Je vais passer la parole à Danielle Brulebois pour 1 minute. Allez-y, chers collègues. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, je salue votre travail, messieurs, et celui de vos équipes pour avoir assuré la continuité du service malgré des conditions très difficiles. Ma question s'adresse à Monsieur le directeur de l'IRSN. Vous avez publié un avis de synthèse sur la phase générique du 4e réexamen périodique de sûreté des réacteurs de 900 MW. En l'état de votre expertise, vous dites que le programme d'EDF devrait lui permettre de répondre aux objectifs, moyennant la démonstration de sûreté, la modification d'installation. En l'état actuel des choses, pouvez-vous nous dire comment vous allez établir cet avis? Est-ce que ces avis seront spécifiques pour chaque réacteur concerné? Merci, chers collègues. Jean-Luc Fugit, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. J'ai bien entendu vos propos, Monsieur Niel, par rapport à l'accident de Tchernobyl. Je voulais quand même revenir dessus un instant. J'ai lu votre note d'information numéro 4 du 24 avril. Vous évoquez des incendies qui sont à environ 16 à 20 km à l'est ou à l'ouest des installations. Or, il me semble qu'il y a quand même que les incendies sont approchés, vous allez me confirmer ou pas, à 1 km des réacteurs qui sont à l'arrêt, ainsi que des centres où sont déposés les déchets. Alors, quelles sont les précautions qui sont prises pour éviter qu'il y ait un problème plus grave à votre connaissance? Parce que c'est quand même quelque chose qui m'intrigue. Ensuite, une petite rapide question sur vos activités de recherche à l'IRSN. On est vraiment satisfait encore une fois que la continuité de l'expertise scientifique soit assurée, mais les activités de recherche, je pense, avec dans le contexte actuel, sont un petit peu ralenties. Est-ce que vous pouvez nous parler des enjeux et des risques pour le futur? Et puisque je vais prendre 10 secondes pour évoquer, non pas pour vous, mais par rapport à l'intervention de mes collègues, et préciser cette fois en tant que président du Conseil national de l'air que
Ce n'est pas vrai qu'aujourd'hui, on a démontré une relation entre la pollution de l'air et la propagation du virus Covid-19. Ceci n'est pas démontré à ce stade. En revanche, ce qui a été démontré, c'est qu'il y a évidemment un impact de la pollution sur la résistance au virus. Ne confondons pas résistance au virus et propagation du virus. Je pense que nous devons être aussi rigoureux que possible, surtout quand on s'adresse à nos concitoyens. Merci. Merci, chers collègues. Je passe la parole à Elisabeth Toutu-Picard. Oui, merci Madame la Présidente, très concise. Le secteur nucléaire s'est-il engagé dans une planification des actions de RSE, de responsabilité sociale et environnementale, et dans des actions de mesures de protection de la population dans le domaine de la santé environnementale? Y a-t-il, au regard des leçons que l'on peut tirer de cette épidémie, une volonté affichée du secteur nucléaire d'anticiper des catastrophes environnementales et sanitaires, et notamment y a-t-il une planification d'adaptation de vos protocoles de prévention des risques de nos installations aux potentiels risques extérieurs tels que sécheresse, inondation, actes de malveillance, afin de garantir une sûreté maximale? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Jacques Krabal. Oui, merci Madame la Présidente. On a beaucoup parlé des contrôles dans les établissements nucléaires, des établissements classés. Je voudrais savoir comment s'opèrent les opérations de contrôle dans les établissements hospitaliers, parce qu'on a vu avec le Covid-19 l'usage plus important des scanners. Et donc, je voudrais avoir un point là-dessus. Et puis, concernant les perspectives d'avenir, travailler à l'avenir, comme l'a dit Monsieur Niel, à travers les problématiques environnementales, comme ça vient d'être dit, de santé, est-ce que vous avez les moyens de pouvoir vraiment essayer de trouver des solutions pour prévoir, si tant est que ce soit possible, ces pandémies et tous ces risques nucléaires? Merci. Merci. Et enfin, je passe la parole à Michel Delpont. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, messieurs. Deux questions rapides vues. Une à Monsieur Merle concernant Seveso. Moi, j'ai un site Seveso qui a été arrêté, le groupe Eurenco qui fabrique des charges modulaires. Est-ce qu'un POI suffit pour redémarrer un plan d'opération interne? Et la deuxième question concerne l'ASN plutôt, et par rapport à l'EPR, pas par rapport à Flamanville, mais par rapport à l'EPR en Angleterre. Est-ce que vous intervenez sur Hinkley Point, qui est en construction et qui aussi a été arrêté parce que j'ai une entreprise de Bergerac qui fournit cette EPR en Angleterre? Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Et oui, je rajouterai effectivement une question sur le chantier de l'EPR. Qu'en est-il avec la situation actuelle? Voilà. Donc, comme prévu, je passe la parole d'abord à Monsieur Merle pour répondre, ensuite à Monsieur Niel, et on terminera sur l'ASN s'il y a encore des choses à préciser. Monsieur Merle. Merci. 3 points pour ne pas prendre trop de temps. Le premier, des questions sur les opérations sous-traitées. Contrairement à l'ASN, on n'est pas inspecteur du travail. Néanmoins, il est évident que pour faire les opérations qui sont nécessaires au maintien en bon fonctionnement sur des installations, donc non nucléaires, il faut avoir à la fois les gens formés et puis les conditions d'intervention qui leur permettent de travailler. Sur les conditions d'intervention, en fait, les premières semaines, il y a eu beaucoup d'interrogations, de perplexités, de mesures de précaution, parce que les entreprises ne savaient pas trop par quel bout prendre le sujet. Et puis, petit à petit, il y a eu des discussions de chartes de bonnes pratiques qui ont abouti, je dirais, un peu par anticipation, à une doctrine qui est aujourd'hui la doctrine grand public du gouvernement, c'est-à-dire que quand on ne peut pas être à plus d'1 mètre les uns des autres, les deux mettent un masque. C'est le principe général, avec des adaptations, type de masque, etc., suivant les particularités. La question se pose aussi, pour certaines interventions, sur non pas le double masque, mais la double visière en plexiglas. C'est une question que les entreprises commencent à investiguer également. Donc, depuis 15 jours, 3 semaines, je dirais que c'est à peu près stabilisé sur les conditions d'intervention. Et de fait, ce qui se passe en pratique, c'est que très souvent, le donneur d'ordre, c'est-à-dire l'entreprise principale qui a besoin du sous-traitant, fournit
les masques, enfin tient à disposition de l'entreprise sous-traitante les masques qu'il a pu, lui, se procurer pour son personnel, pour que les interventions puissent se faire dans des conditions de sécurité homogènes. Après, il faut aussi avoir les gens, et là, il y a une petite difficulté qui risque d'apparaître d'ici à peu près un mois, c'est qu'il y a certaines opérations comme des échafaudages ou des calorifugages, où les gens qui savent faire, qui savent bien faire, sont des gens qui viennent de l'étranger. Donc là, il y aura certainement des petites adaptations à faire pour voir dans quelles conditions de sécurité, de test éventuellement, ils peuvent passer les frontières pour venir faire les opérations. Deuxième sujet sur lequel je voulais dire quelques mots, c'est les conditions des contrôles. Alors, on n'est pas dans la même configuration que l'ASN qui a effectivement accès à beaucoup de paramètres des installations tout en étant à distance. Donc, sur le premier point qu'a indiqué tout à l'heure Olivier Gupta, c'est la même logique, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses, de documents qu'on peut s'échanger à distance et on le fait à distance. Par contre, on est plus rapidement dans la situation où pour avoir une bonne idée de ce qui se passe en vrai, il faut aller sur site. Et c'est pourquoi nous avons maintenu un talon de visite sur site pendant la période de confinement plus élevé que celui de l'ASN. Troisième point, le sujet du redémarrage. Le plan d'opération interne, son objet, ce n'est pas de gérer un redémarrage, c'est de gérer un accident, en fait. Donc, il peut être adapté dans le contexte de la crise sanitaire, mais il n'a pas vocation à être révolutionné par la crise sanitaire. Ce qui est nécessaire, par contre, pour redémarrer en sécurité une installation dans le contexte Covid-19, c'est que toutes les procédures de redémarrage dont l'exploitant a la responsabilité soient, entre guillemets, revues avec le prisme Covid-19 en disant normalement, on fait comme ça, est-ce qu'en vrai, c'est faisable ou pas dans les conditions Covid-19 ? Et sinon, comment on peut faire autrement pour atteindre le même objectif ? Donc, c'est un travail qui appartient à l'exploitant en premier lieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nos contrôles qui vont reprendre en plus grand nombre dans les semaines qui viennent seront largement centrés sur est-ce que ce travail a été bien correctement fait et est-ce que le redémarrage peut avoir lieu dans des bonnes conditions de sécurité. Merci. Merci. Monsieur Niel. Merci, Madame la Présidente. Donc, je vais essayer de faire très vite. Tchernobyl, donc les incendies sont approchés jusqu'à 1 km de la centrale. C'est tout à fait exact. L'environnement de la centrale est déboisé. C'est une mesure de sûreté qui est d'ailleurs appliquée sur certains sites en France où il peut y avoir des incendies, hein, comme le site de Cadarache où il y a une exigence de déboisement, c'est une exigence de sûreté. Hein. Je pourrais compléter, mais je crois que je n'ai pas le temps. Sur les VD4, sur le travail que nous avons rendu à l'ASN, le travail de recommandation technique que nous avons rendu à l'ASN, il est effectivement générique, c'est-à-dire il concerne les traits qui sont communs à l'ensemble des réacteurs. Ensuite, il y a une déclinaison locale, puisque localement, il peut y avoir deux types de différences entre réacteurs. D'une part, des sujets liés à l'environnement, je pense au séisme, je pense aux inondations, je pense à ce qu'on appelle les grands chauds, les grands froids, hein, donc ça dépend de la localisation géographique. Donc là, il y aura des expertises détaillées, donc on sera saisi par l'ASN et on fera des recommandations de nature technique sur tel ou tel sujet de ce type. Il y a aussi des spécificités réacteurs. Les réacteurs se ressemblent beaucoup, mais ils ont quand même des différences qui peuvent avoir un enjeu de sûreté, donc il y aura une analyse réacteur par réacteur. Je voulais parler donc, des suites de la pandémie. Il y a un des sujets qui sera certainement à traiter dans le cas où la situation serait tendue en termes de production électrique, c'est le risque de perte généralisée de réseau, ce qu'on appelle l'IRG, incident réseau généralisé. C'est quelque chose qu'on avait étudié en profondeur à l'occasion du passage à l'an 2000, puisque c'était un risque redouté. Il faut savoir qu'un réacteur nucléaire, pour fonctionner, pour être en sécurité, a besoin d'électricité. Hein, et cette électricité, elle est normalement amenée par l'extérieur. Il y a 2 lignes électriques qui sont utilisées. Il y a aussi des diesels de secours. Dans une situation où le réseau serait tendu et donc avec ce risque d'interruption réseau généralisé, il y a des dispositions à prendre de sûreté qui ont été étudiées en profondeur à l'occasion du passage en l'an 2000. Par exemple, faire en sorte que les diesels soient en état de fonctionner. On a vu récemment qu'il y avait un certain nombre de difficultés sur les diesels, que
que les réservoirs de fioul soient remplis pour que les diesels puissent fonctionner longtemps. À l'époque du passage en l'an 2000, il avait été demandé à EDF de favoriser un fonctionnement de base stable, sans suivi de réseau. Voilà. Donc ça, c'est un sujet technique qui a déjà été traité dans d'autres conditions et qu'on aura probablement à traiter. Et pour terminer, pour être complet, j'ai une question sur la recherche. Donc, évidemment, nos installations expérimentales sont arrêtées. C'est vrai que la recherche, on n'est jamais à 3 mois près. C'est de la recherche que fait l'IRSN de moyen terme, donc 2, 3, 4 ans. Il faudra évidemment repartir. Pourquoi? Parce que cette recherche, elle nous sert à alimenter notre expertise. Et si nous avons pu rendre notre avis à l'ASN, notre avis technique, avec des recommandations techniques, la décision appartient à l'ASN, c'est elle qui gère l'instruction. Et pour faire ces recommandations techniques, on s'est basé pour un certain nombre d'entre elles sur des recherches que nous avons menées. Donc c'est très important que nous puissions reprendre ces recherches dans les conditions de sûreté sanitaire des salariés, de sécurité des installations. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Niel, et on fait ce qu'on peut dans ces délais, mais on n'hésitera pas à vous poser d'autres questions. Monsieur Dorochuc, est-ce que vous voulez terminer par quelques phrases, quelques dernières réponses? Merci Madame la Présidente. Je dirais juste quelques mots sur les chantiers EPR et je laisserai la parole à Philippe Choumérifo pour la réponse à la question concernant le contrôle dans les établissements hospitaliers. Alors, en ce qui concerne les chantiers EPR, le chantier d'EPR à Flamanville a été arrêté, notamment en ce qui concerne les opérations de remise en état des circuits qui doivent faire l'objet de réparation. En revanche, l'installation est mise en phase de surveillance puisqu'elle est effectivement entièrement construite et il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de dégradation des équipements. Donc, il y a une phase de surveillance sur l'ensemble des équipements de l'installation. Les modes opératoires de soudage qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser les opérations de réparation sont en cours de qualification, tant dans les équipes françaises qu'étrangères, puisque là encore, ce sont des prestataires américains qui mettent au point le procédé de réparation par l'intérieur. Ça, c'est pour l'EPR de Flamanville. EPR de Hinkley Point, nous n'avons pas de responsabilité ni de contact particulier avec nos homologues britanniques sur la situation du chantier d'Hinkley Point C. Mais vraisemblablement, il est également, lui, mis en partie à l'arrêt. Philippe. Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames les députés. Pour répondre rapidement sur le contrôle dans le domaine du médical, vous savez que nous assurons la radioprotection des activités nucléaires dans le champ du médical, ce qui correspond essentiellement à 3 spécialités, la radiologie, la médecine nucléaire et la radiothérapie. Néanmoins, la majorité de ces activités n'ont pas un lien direct avec la gestion de la crise sanitaire. Mais il faut signaler qu'il y a eu énormément de déprogrammation de soins ou d'actes qui étaient prévus, qui étaient considérés comme non urgents dans le contexte de cette crise sanitaire. De notre côté, notre président vous l'a déjà dit, nous avons diminué drastiquement les contrôles sur site. Notamment, il n'était pas question d'aller ajouter un peu plus de complexité dans les activités médicales. Mais nous avons, par contre, instruit très rapidement toutes les demandes, et notamment puisque la question portait sur des scanners, nous avons eu beaucoup de demandes d'instruction sur des scanners, puisqu'ils sont utilisés pour confirmer des diagnostics de Covid chez les patients. Donc, nous avons autorisé, je donnerai 2 exemples, nous avons autorisé l'utilisation de scanners qui n'étaient pas prévus pour le diagnostic, pour des activités de diagnostic. On a par exemple des scanners en médecine nucléaire qui sont des scanners, ce qu'on appelle de localisation. Nous avons rapidement permis leur utilisation pour du diagnostic. D'autre part, il y a eu des nouvelles demandes d'autorisation de matériel, notamment par exemple un scanner mobile qui a été transporté par camion à l'hôpital Henri Mandor. Nous avons là aussi instruit très rapidement ces autorisations. De façon plus prospective, nous avons 2 points de vigilance importants que nous gardons. Premièrement, nous avons mené avec les sociétés savantes, donc les radiothérapeutes, les médecins nucléaires, les physiciens médicaux, avec les constructeurs et les fournisseurs d'équipements de dispositifs médicaux, une réflexion pour évaluer quelles seraient les conséquences en termes de radioprotection de la gestion de l'épidémie. Puisque cette épidémie va durer longtemps, donc nous avons réfléchi à quelles seraient les conséquences d'absence éventuelle de professionnels simultanément sur une longue période, éventuellement encore plusieurs mois de l'année 2020, et sur les difficultés de réalisation des contrôles de qualité et de la maintenance de ces dispositifs médicaux. On fait un scanner, il faut qu'il soit vérifié au moment de son installation en termes de la radioprotection des locaux et de l'environnement.
Et il y a des contrôles de maintenance réguliers à réaliser pour s'assurer de la qualité des examens réalisés. Ce qui fait que ces travaux, on les a conduits en lien naturellement avec le ministère de la Santé, l'INCa, le Haut Conseil de la Santé publique et l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des dispositifs médicaux. Ça aboutit au fait de recommandations qui ont été émises par les sociétés savantes, notamment sur l'adaptation de la présence des personnels soignants pour les traitements en radiothérapie ou encore de contrôle de qualité des dispositifs médicaux. Je citerai aussi le fait que, par exemple, pas mal de patients en radiothérapie ont dû avoir leur traitement décalé pour des problèmes de disponibilité, et surtout que quand un patient est Covid+, malheureusement, on est obligé de décaler le démarrage de son traitement. Deuxième point sur lequel je voudrais signaler, c'est que je vous ai dit qu'il y avait eu une déprogrammation tout de même assez importante d'actes, typiquement en radiologie, que ces actes vont être reprogrammés, et donc on est en train d'anticiper le rattrapage du retard qui s'est accumulé et qui va devoir être résorbé dans les mois à venir, et qu'on sera très vigilant à l'impact de cette charge de travail supplémentaire sur les ressources dont disposent les services hospitaliers et nos propres ressources, en particulier pour les activités les plus à risque, c'est-à-dire la radiothérapie. Bien, merci. Merci beaucoup de nous avoir répondu dans ce délai qui était très contraint, mais je crois que c'était important qu'on fasse un point à ce stade, pendant la crise, sur la gestion de nos risques technologiques et nucléaires. Nous reviendrons bien évidemment vers vous plus tard pour d'autres auditions plus larges sur des thématiques un petit peu plus larges que cette question de la gestion de la crise. En tout cas, merci beaucoup à tous nos intervenants. Et chers collègues, je vous rappelle que notre prochaine réunion de commission aura lieu demain, jeudi 30 avril à 9h30, et nous procéderons à l'audition de M. Philippe Lédinvic, président de l'autorité environnementale. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je laisse les collègues rejoindre les questions au gouvernement. Merci Madame la Présidente. Au revoir. Au revoir. Merci Madame la Présidente. Au revoir.